souvent, si on participe à un salon où on rencontre des gens qui ont une présence sur un marché sur lequel on ne commercialise pas déjà et ils vont démontrer un intérêt pour notre produit. Ils vont nous dire à quel point il n'y a pas ça sur le marché, c'est super intéressant ce qu'on offre. Donc, on est super excités. On est vraiment content. Là, on veut saisir l'opportunité. On dirait que toutes les portes sont ouvertes, puis on se dit « Wow, j'avais jamais pensé à ce marché-là. Il semble y avoir beaucoup d'opportunités. » On fonce et c'est là qu'il peut y avoir une erreur parce que se fier sur seulement les dires d'une personne, mais c'est pas nécessairement représentatif du marché au complet et peut-être que cette personne-là connaissait pas nécessairement super bien finalement le marché elle-même. Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ariane Lessard, membre de l'équipe de CQI. Nous allons parler de l'importance des études de marché terrain, des différentes étapes et de son expérience avant de rejoindre CQI. Où est-ce qu'elle a aidé des entreprises à aller chercher de l'information stratégique sur les marchés de l'Asie et de l'Ouest canadien. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, mais avant tout, j'aimerais souligner la contribution financière de Desjardins comme partenaire de nos balados. Merci de votre confiance. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ariane Lessard, qui fait partie de notre équipe. Comment ça va, Ariane? Ça va super bien, Catherine. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, puis on va parler d'un sujet vraiment intéressant, les études de marché terrain. Tu as quand même pas mal d'expérience à ce niveau-là. Je voulais qu'on en parle un peu. Toi, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que tu es avec nous chez CQI. Tu es intervenu chez nous dans une 60aine d'entreprises, c'est pas plus. Mais avant, tu avais une autre vie. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, absolument. Donc, effectivement, ça fait 3 ans et demi que je suis chez CQI, mais avant de me joindre à l'équipe, j'ai eu la chance de faire quand même pas mal de développement terrain auprès d'entreprises manufacturières, donc dans des domaines un petit peu variés. Premièrement, dans l'industrie plus de la mode. Donc, j'ai eu la chance de réaliser des études de terrain en Asie pour aller voir un petit peu le développement d'une nouvelle gamme de produits, le potentiel de marché sur 4 marchés différents en Asie. Et par la suite, je suis allée faire du développement de marché pour une entreprise agroalimentaire donc, qui fabrique de l'eau d'érable dans l'Ouest canadien, qui voulait commencer en fait son implémentation dans le coin de Vancouver. Donc, je suis allée faire là, un petit contrat de 6 mois directement dans l'Ouest canadien là, pour lancer un petit peu la marque là-bas. Quand on fait une étude de marché normale, il manque le bout de terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se fait une étude de marché de base en premier, puis par la suite, qu'est-ce qu'on va chercher de plus quand on fait une étude de marché terrain? Oui, exact. Ben, en fait, dans l'étude de marché plus de base, c'est en fait qu'on a ciblé peut-être une opportunité potentielle sur un marché X. C'est possible également d'évaluer quels sont les marchés qui ont le plus de potentiel en faisant une qualification de marché. Donc, on a déjà fait un balado, je crois, avec Ginny qui en parle. Donc, si la qualification de marché vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Mais une fois qu'on a identifié, en fait, le ou 2-3 marchés qui ont le plus de potentiel, on va aller chercher de l'information à savoir, c'est comment on peut qualifier, quantifier ce potentiel de marché-là. Donc, on va faire tout d'abord une analyse de faisabilité qui va être d'aller chercher des données souvent plus secondaires sur le potentiel de marché. Donc, on va aller évaluer un petit peu des données sur le marché, donc au niveau culturel, au niveau économique, politique, comment se déroule le marché et également plus au niveau sectoriel, donc selon l'industrie dans laquelle on est, quel est le potentiel de vente en fonction des données là, sur le marché et l'analyse de la concurrence également, bien évidemment, voir quels sont les joueurs qui sont positionnés sur ce marché-là, quelle est l'offre produit et comment nous, en tant qu'entreprise, on peut venir se positionner à travers ces concurrents-là, quel est peut-être notre avantage concurrentiel, quelle est la différenciation qu'on peut amener pour savoir comment bien se positionner.
dans une analyse de faisabilité également, on peut aller identifier aussi là, en termes de distribution, quels seraient des partenaires intéressants, quels seraient les clients qu'on voudrait aller identifier là aussi. Tu as parlé de données secondaires. Ça, les gens, souvent, ils sont un peu mêlés par rapport à qu'est-ce que c'est une donnée secondaire, qu'est-ce que c'est une donnée primaire. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Oui, donc en fait, les données secondaires, c'est l'information qui a été récoltée par une source tierce, si on veut, et qui va être disponible là, maintenant la plupart du temps là, en ligne. Donc, il y a des bases de données qui existent sur lesquelles on peut se référer pour aller chercher ces données secondaires-là quand on parle de données là, vraiment précises par rapport à un secteur d'activité. Mais en termes de données secondaires, tout ce qui va être de l'information sur la population d'un pays, le taux de change, on parle vraiment de données secondaires aussi. Donc, des données qui sont accessibles un petit peu à tous, mais qui nous permettent de prendre des décisions, du moins là, d'orienter un petit peu nos décisions. Si on parle de données primaires, c'est vraiment des données qu'on va aller chercher directement auprès de la source. Donc, ça peut se faire via des groupes de discussion, un questionnaire, des entrevues auprès de clients potentiels, de distributeurs potentiels. Donc, on va vraiment aller interroger directement les gens pour avoir le pouls sur un questionnement ou aller chercher là, de l'information beaucoup plus concrète qui va s'adapter directement à notre réalité, à notre situation. C'est... Peut-être on peut être porté à aller chercher de la donnée secondaire dans le cadre d'un voyage ou d'une rencontre avec des gens dans un salon commercial. Est-ce qu'il y a des dangers à sauter l'étape de l'étude de marché avec des données secondaires? Je veux dire, quand on discute là, avec des gens et qu'on voit des opportunités, est-ce que c'est nécessairement la bonne opportunité ou il faut vraiment avoir un recul puis dire je vais analyser les marchés potentiels en fonction de mon produit, de ma différenciation par rapport à la concurrence et par la suite, je vais aller chercher de l'information primaire sur le marché. Qu'est-ce que... Je pense que ça peut se faire de deux manières distinctes. Donc, souvent, si on participe à un salon où on rencontre des gens qui ont une présence sur un marché sur lequel on ne commercialise pas déjà et ils vont démontrer un intérêt pour notre produit. Ils vont nous dire à quel point il n'y a pas ça sur le marché, c'est super intéressant ce qu'on offre. Donc, on est super excités. On est vraiment content. Là, on veut saisir l'opportunité. On dirait que toutes les portes sont ouvertes, puis on se dit « Wow, j'avais jamais pensé à ce marché-là. Il semble y avoir beaucoup d'opportunités. » On fonce et c'est là qu'il peut y avoir une erreur parce que se fier sur seulement les dires d'une personne, mais c'est pas nécessairement représentatif du marché au complet et peut-être que cette personne-là connaissait pas nécessairement super bien finalement le marché elle-même et que oui, il existe des concurrents. Oui, il y a des produits similaires, là, des services similaires qui sont déjà disponibles. Donc, une fois qu'on a une opportunité qui se présente de faire l'étude de marché, l'analyse de faisabilité de données secondaires, bien, vient un petit peu confirmer le potentiel qui se présente sur ce marché-là. Puis, ça permet aussi de venir se rassurer. Puis, si on veut attacher du financement aussi éventuellement pour un développement, bien, c'est sûr que d'avoir ces informations-là, ça vient un petit peu là, prouver ou augmenter la qualité du travail qui a été fait en amont. Donc, c'est ça, c'est vraiment oui, on peut saisir des opportunités. Des fois, peut-être que ça va bien fonctionner, mais plus souvent qu'autrement, si on n'a pas fait nos devoirs en amont, ça se peut qu'il y ait plus de surprises qui surviennent. Donc, vraiment de s'asseoir pour regarder la concurrence et bien connaître le marché, c'est vraiment l'idéal à faire. Donc, on peut le faire en entreprise. Donc, souvent, on peut le faire par nous-mêmes. Mais encore une fois, des fois, ça peut nous amener des œillères aussi parce qu'on voit seulement le positif et on a tendance à enlever le négatif ou l'inverse. On va se concentrer sur les petits bobos qui pourraient nous amener des embûches sans voir le beau potentiel qu'il pourrait y avoir en arrière. Donc, des fois, d'avoir une personne peut-être plus extérieure à l'entreprise, bien, qui vient un petit peu balancer le tout, là, ça peut aider aussi. Ça me rappelle le balado qu'on a fait avec Patrice Desrochers de Machinerie Anderson qui nous parlait, qui avait analysé les territoires de vente aux États-Unis. Puis par la suite, quand il a vraiment trouvé les meilleurs endroits, ses ventes ont augmenté d'une façon significative.
quand on arrive avec l'étude de marché terrain, puis tu as des belles histoires, je suis certaine, à nous raconter par rapport à ton expérience, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la démarche d'une étude de marché terrain? Oui, donc, différentes avenues possibles, encore une fois. Donc, c'est sûr que moi, j'étais plus dans les produits de consommation. Donc, ça va différer un petit peu là, la démarche selon le secteur. Mais en fait, c'est une fois qu'on a fait notre analyse de faisabilité là, avec des données secondaires, on a validé qu'il y a un potentiel intéressant dans un marché X. Donc là, on veut aller sur le terrain pour confirmer que ce potentiel-là est vraiment réel ou observer s'il y a des éléments qui nous auraient échappé pendant l'analyse de faisabilité de données secondaires qu'on a faites à distance. Donc, ce qui est intéressant souvent, c'est d'aller rencontrer directement nos clients potentiels, que ce soit des consommateurs finaux, que ce soit des distributeurs, des magasins également, des détaillants, pour avoir un petit peu leur opinion sur leur marché, aller chercher un petit peu le pouls du marché et mieux comprendre le positionnement de la concurrence aussi. Donc, ça peut se faire via des entrevues, via des enquêtes aussi, là, vraiment avec un questionnaire détaillé qu'on va utiliser le même questionnaire pour chacune des personnes pour vraiment pouvoir comparer l'information par la suite. Des groupes de discussion qui sont possibles également là, auprès de consommateurs là, finaux aussi qu'on peut aller chercher. Donc, ça, c'est pour le volet le plus aller chercher de l'information primaire en rencontrant des gens, mais des fois, juste d'être dans le pays, d'observer un petit peu les manières que les gens agissent. Moi, quand j'étais dans le domaine plus de la mode, c'est sûr que de me promener simplement dans les rues, voir qu'est-ce que les gens portent, c'est quoi les styles vestimentaires, comment ça varie d'une région à l'autre. Et quand on est dans une ville aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu le pouls sur les différents quartiers. Donc, c'est quoi le quartier un petit peu plus intéressant pour ma marque ou pour mon entreprise? Chose qui est plus difficile de cerner quand on est à distance puis qu'on ne voit pas là, vraiment là, c'est par quartier un petit peu les styles qui se retrouvent. Là, on le voit super bien, par exemple, ici à Montréal, chaque quartier a sa petite touche un petit peu différente, son énergie différente. Donc, une marque ne va pas cibler le même endroit pour s'implanter. Donc, c'est aller valider de l'information qu'on a été chercher dans notre étude de données secondaires sur le marché, puis c'est d'aller chercher un peu comme on dirait entre parenthèses, la vibe de ce marché-là. Est-ce que ça s'applique aussi pour des entreprises dans le secteur manufacturier? Oui, oui, c'est tout à fait possible pour les entreprises dans le secteur manufacturier également. Donc, c'est sûr, dans leur cas, on ne parle pas d'un produit de consommation, donc il peut être moins facilement trouvable en magasin. Mais par contre, c'est possible d'aller rencontrer directement nos clients potentiels des usines pour aller cerner un petit peu mieux c'est quoi leurs besoins, donc entendre vraiment de la part d'une entreprise cliente, qu'est-ce qu'ils utilisent actuellement comme machinerie, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de différent, est-ce qu'il y a un manque sur le marché qu'ils ont remarqué et aussi ça nous permet de voir parfois en leur parlant directement les différences qui peuvent exister ou les adaptations produits qui vont être nécessaires pour bien percer un marché, adaptations qui auraient pu là, nous échapper. Donc, selon le pays, tu sais, des fois en termes de requis pour le courant ou autre, il y a des adaptations à faire en termes de format aussi. Il peut y avoir des différences là, à amener aussi. Je comprends. Et puis, aussi, je me demandais, c'est sûr, quand on arrive à l'étape de commercialisation, des fois, on peut avoir des surprises. Tu me racontais une anecdote que j'aimerais que tu partages avec les auditeurs concernant le produit là, dans l'Ouest canadien qui avait déjà eu d'autres entreprises de passage. Est-ce que tu veux nous le raconter? Oui, exact. En fait, lorsqu'on a démarré les démarches de commercialisation là, pour un produit, c'était de l'eau d'érable dans l'Ouest canadien. Donc, c'était vraiment, là, on commençait la commercialisation. Il n'y avait pas nécessairement d'études de terrain qui avaient été faites là, au préalable et rapidement, ce que je me suis rendu compte sur place, c'est qu'il y avait déjà une marque qui avait tenté de démarcher l'Ouest canadien il y a quelques années. C'est un produit, l'eau d'érable est un produit qui peut être comparable à l'eau de coco, qui est très, très populaire dans l'Ouest canadien. Donc, un potentiel de marché super intéressant quand on regarde les données. Mais sachant qu'il y a un concurrent qui avait déjà fait les démarches,
qui avait amené l'innovation auprès des épiceries locales. Donc, toutes les épiceries avaient embarqué à l'époque, mais ce concurrent-là n'est pas venu appuyer ses clients par de la promotion, par des outils de communication qui permettent d'expliquer un petit peu au consommateur final, mais c'est quoi en fait l'eau d'érable, c'est quoi les bénéfices. Donc, les produits sont restés sur les tablettes pendant plusieurs temps et ne se sont pas vendus. Donc, nous, lorsqu'on est arrivé sur place, bien évidemment, les détaillants étaient réticents envers le produit parce qu'il y avait eu une mauvaise expérience par le passé. Donc, ça, c'est une information que simplement en allant visiter, en allant parler aux détaillants là, sur place avant de démarcher un petit peu puis de commencer les efforts, on aurait pu rapidement cerner cette information-là et mettre en place une stratégie pour venir appuyer vraiment un petit peu mieux là, les détaillants dans la commercialisation, puis briser ces barrières-là. Donc, nous, on a dû l'apprendre un peu sur le tas et jouer avec le tout pour quand même là, réussir à rentrer dans les bannières là, au final. Mais on a dû faire un travail inverse qui a été de faire connaître le produit auprès des consommateurs en premier lieu. Et une fois que la demande a été créée auprès de la consommation, bien là, on pouvait retourner voir les détaillants, cogner à leur porte pour essayer de voir s'il y avait des possibilités d'entrer sur les tablettes. Donc, si tu ne t'étais pas déplacé, ça n'aurait pas été possible de faire cet exercice-là. J'imagine que tu as dû faire des dégustations dans les épiceries pour convaincre les consommateurs. Exactement. Donc, énormément de dégustation en épicerie parce qu'on avait quand même certains points de vente qui étaient déjà ouverts, donc pour aider à faire sortir le produit. Mais pour aller ouvrir de nouveaux points de vente, ça a été beaucoup de participer à des événements. Donc, s'associer avec des professeurs de yoga, par exemple, pour faire découvrir le produit. On a également pu participer à certains marchés durant l'été qui ont super bien marché, en fait. Là, donc, ça a permis de faire découvrir le produit beaucoup en participant, en commanditant des événements directement pour se rapprocher là, de la clientèle. Bon, là, j'imagine, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Là. Si un entrepreneur se dit, moi, je veux aller faire mon étude de marché terrain, j'ai des vacances à prendre, comment doit-il planifier son étude de marché terrain? Parce que j'imagine qu'il faut bien se préparer pour aller chercher la bonne information. Évidemment, donc c'est pas simplement de booker un billet d'avion puis se rendre sur place puis d'aller observer. Il y a un travail qui est nécessaire là en amont pour se préparer. Donc, dépendamment s'il y a une analyse de faisabilité qui a été réalisée ou pas, ça va être différent parce que sinon, on va partir des informations qu'on a identifiées dans notre première étude de marché pour, premièrement, on connaît mieux nos concurrents. Donc, une fois sur place, on peut aller voir ils sont vendus à quel endroit, c'est quoi leur point de vente pour pouvoir aller voir les produits sur place, voir c'est quoi leur packaging, c'est quoi les outils de communication qui sont mis à disposition. Mais l'étude de marché va également avoir permis d'identifier des clients potentiels, des partenaires potentiels aussi. Donc, on peut bien évidemment commencer par les contacter à distance pour prendre rendez-vous avec ces personnes-là pour pouvoir les rencontrer sur place. Et une fois que nos rendez-vous sont pris, en fait, qu'on a une porte d'entrée qui est faite, bien évidemment, il faut les préparer, ces rendez-vous-là. Donc, bâtir un questionnaire, vraiment fixer, bien savoir c'est quoi nos objectifs qu'on a pour ce marché-là, comment on va pouvoir atteindre ces objectifs-là et en partant de ça, là, vraiment bâtir les questions qui vont nous être nécessaires et qui vont être utiles pour bâtir une stratégie de commercialisation par la suite. Donc, c'est sûr que d'être accompagné parfois pour faire ces étapes-là, ça peut être super utile parce qu'il y a des éléments auxquels peut-être vous n'auriez pas pensé qu'on peut venir rajouter là, à ce moment-là dans les démarches. Et en profiter aussi du déplacement pour s'intéresser à la culture, s'imprégner un petit peu de l'endroit où vous allez, mais aussi contacter peut-être s'il y a des délégations, des ambassades qui sont sur place ou des entreprises canadiennes d'un secteur similaire qui sont déjà implantées, mais d'aller les rencontrer pour avoir un petit peu leur pouls sur le marché, ça peut être super intéressant aussi. Ça, on peut en parler, la force du réseau. Quand on est sérieux sur un marché puis qu'on veut s'implanter à long terme,
est-ce que tu crois que de créer des relations, de se faire un réseau va faciliter les choses au niveau de la commercialisation? Assurément. Assurément, c'est un point super important pour le démarchage local. Donc, c'est un point super important et d'autant plus important, je pense, quand on fait affaire dans un marché un petit peu plus loin de notre marché local. Le réseau est super important. Souvent, on va arriver, il va peut-être avoir une barrière linguistique, il peut y avoir une certaine barrière culturelle également qui s'implante, qui peut amener peut-être certaines réticences parfois. Donc, de vraiment bâtir ces relations-là, bâtir un réseau sur place, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. Et d'avoir parfois là, des partenaires locaux aussi qui peuvent vous représenter là, sur place, c'est sûr que ça l'aide toujours. Quand tu étais en Asie, probablement qu'il y avait des différences culturelles importantes qui faisaient que la commercialisation était différente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Comment notre entreprise québécoise a dû s'adapter pour bien commercialiser là-bas? Oui, exact. Donc, c'était vraiment une étude de pré-faisabilité à ce moment-là, quand je suis allée en Asie. Donc, on avait une idée pour une nouvelle gamme de produits qui allait être destinée spécifiquement pour le marché asiatique. Donc, le but, c'était vraiment de commercialiser une nouvelle gamme pour ce marché-là. Donc, on voulait aller valider quelques informations sur la perception, premièrement, là, des Asiatiques par rapport à la production canadienne. Donc, un petit peu, c'est quoi leur image des produits canadiens et valider c'est quoi les tendances, c'est quoi les goûts, c'est quoi leurs préférences aussi en termes de produits. Donc, sur 4 marchés différents, on a passé une semaine sur chacun des marchés pour vraiment s'imprégner, aller rencontrer les gens, aller rencontrer des détaillants, distributeurs potentiels. Et ça nous a permis de colliger énormément d'informations. Premièrement, les tailles, c'est super différent en Asie, donc ça, c'est important. Donc, un X-small pour nous, c'est pas un X-small en Asie, ça va être un XX-small. Donc, de vraiment revoir toutes les chartes de grandeur. Donc, ça, c'est un élément à prendre en considération là, parce qu'on parle quand même, nous, de production locale. Donc, c'était vraiment des produits fabriqués au Canada qui allaient être vendus en Asie. Donc, c'est à nous de faire les devoirs un petit peu là, à savoir c'est quoi les différences de taille. On n'a pas de partenaire sur place pour avoir cette information-là. Puis, au niveau des styles, des couleurs, il y a eu plein d'informations qu'on a pu aller colliger par rapport là, au marché asiatique, mais même dans la manière de faire des affaires aussi, ça nous a permis de voir. C'est sûr que moi, je suis arrivée là, une jeune femme, début vingtaine, aller rencontrer des distributeurs. Des fois, on le sait, en Asie, c'est très hiérarchique dans la manière de faire affaire. Donc, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, moi, sur place, j'avais un accompagnateur, traducteur également, puisque je me débrouille très bien français, anglais, mais mon mandarin et mon japonais ne sont pas super bien développés pour l'instant. Donc, qui me permettait de faciliter un petit peu cette introduction-là auprès des gens. Donc, ça, c'est notre option là, quand même à considérer ici. On parle d'un marché lointain, l'Asie, mais aux États-Unis, quand on a fait notre balado là, avec l'entreprise Venmar, il parlait que lors d'une rencontre, il s'est rendu compte à quel point qu'il devait être concis quand il présentait son produit. Puis ça peut être très différent dans une autre culture, comme par exemple en Europe. Donc, est-ce que ça peut aider à préparer les outils de vente, d'après toi, de se déplacer comme ça sur le terrain, puis de regarder un peu comment la publicité se fait là-bas? Exact. Il n'y a pas de meilleure façon, je crois, que d'apprendre sur un marché, que d'être sur place, de consommer, de voir les choses. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je voyage pour le plaisir, je rentre dans une épicerie, je rentre dans un commerce, j'observe toute la manière que c'est fait. Puis, j'aime prendre ces inspirations-là puis les ramener à la maison ou simplement les garder en tête pour un projet futur qui peut toujours survenir. Donc, c'est sûr que oui, d'avoir des échanges avec des personnes sur place, de voir un petit peu les outils qui sont la manière de communiquer, c'est super important. Puis, ça permet de créer cette relation-là ou ce lien
que c'est pas possible de savoir nécessairement là, quand on est derrière notre ordinateur à la maison. C'est de l'information qu'on n'a pas. Puis souvent, d'avoir visité un pays, un lieu, mais ça permet de créer des liens après avec les personnes parce que tu connais un petit peu leur chez eux, tu peux leur parler de visites que tu as fait ou autres. Donc, ça permet de créer un petit peu plus des liens que vraiment à la distance si tu fais des démarches du Canada auprès d'un pays dans lequel tu n'es jamais allé, ben, tu ne connais pas leur réalité locale, c'est quoi leur perception des choses. Donc, c'est sûr que cette relation-là va être teintée un petit peu plus de distance, puis va peut-être se développer là, un petit peu moins rapidement. Quand on parle des étapes là, d'une étude de marché, là, au départ, évidemment, là, on analyse le marché, mais quand on est rendu dans le terrain, on fait des rencontres avec des clients. Ça, c'est sûr qu'on pourrait le faire par team. Maintenant, on est bien habitué à faire les rencontres par team. Est-ce qu'il y a des avantages quand même de se déplacer pour les rencontrer? Est-ce que ça t'est arrivé dans tes expériences passées que des rencontres ont débouché sur de nouvelles opportunités avec des clients potentiels ou des distributeurs potentiels, puis que peut-être tu n'aurais pas eu cette information-là si ça s'était fait à distance dans parce que vous avez prolongé votre rencontre? Oui, exact. En fait, je pense qu'une rencontre directement avec la personne, ça permet souvent d'accélérer les choses aussi. Ouais. Donc, comme tu crées moins cette relation-là à distance par des échanges courriels ou par des appels téléphoniques, même sur Teams, tu as moins cet aspect de relation-là qui se développe. Donc, souvent, c'est comme oui, on est intéressé, on va le faire, mais quand tu vas vraiment rencontrer les gens sur place, on dirait qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence qui se crée. Donc, ça peut faciliter les choses, ça peut faciliter là, l'avancement des choses aussi. Mais je suis certaine que quand même, depuis les dernières années, il y a beaucoup de choses virtuellement qui sont possibles de faire. Mm-hmm. Je pense qu'on peut débuter peut-être une certaine relation, tester un petit peu, mais le contact humain demeure essentiel. Puis, aller rencontrer les gens en vrai, c'est sûr que ça l'aide peut-être à la relation de confiance, de rencontrer les gens, de se déplacer, de montrer notre sérieux. Parce que je me mets à la place là, d'un acheteur. Il doit recevoir énormément d'offres. Donc, quand tu rencontres plusieurs personnes, puis il y a une personne dans celle-là décide de se déplacer, il me semble que ça fait gagner des points comparativement à la concurrence. Et puis, aussi, ça montre le sérieux de l'entreprise. Est-ce que, selon toi, le fait d'avoir contacté notre réseau là, au niveau provincial et fédéral présent sur le territoire donne un avantage par rapport à la concurrence ou donne peut-être du sérieux à la démarche? Oui, exactement. Je dirais que ce n'est pas nécessairement un avantage, je pense, mais ça permet de venir appuyer puis de montrer peut-être plus le sérieux de la démarche ou parfois de faciliter ou d'ouvrir des portes un petit peu plus rapidement. Donc, de contacter, c'est ça, le réseau qui est en place un petit peu partout à travers le monde. Mais ça prouve que il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment un potentiel. C'est vraiment le sérieux, je pense, qui va ressortir là, à ce moment-là, oui, au niveau de la démarche. Parfait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire une étude de marché terrain et qui ne sait pas comment débuter sa démarche? Il ne sait pas comment s'y prendre. Il se dit, il faudrait bien que j'aille valider. Ça serait quoi ton meilleur conseil? Bien, mon meilleur conseil, si la personne ne sait vraiment pas par où commencer, ce serait de contacter une personne qui peut l'accompagner dans cet accompagnement-là. Donc, c'est sûr que nous, chez CQI, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, de soutien de gens qui ont déjà vécu l'expérience ou même de parler à son réseau de contacts, sinon pour savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait une démarche similaire. Mais par la suite, c'est vraiment mais de prendre le temps de réfléchir, en fait, de prendre le temps de préparer son déplacement, de se poser les questions, mais quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre sur ce marché, ce nouveau marché-là? Et quelles sont les informations que je dois aller colliger pour m'assurer que ma démarche, en fait, va être, au final, va bien se terminer, il va avoir un succès. Donc, la raison pour qu'on fait une étude de terrain, c'est pour éviter de faire des erreurs
vont être coûteuses par la suite. Donc, on veut répondre à toutes ces questions-là. Donc, je pense que d'avoir un accompagnement pour le faire, c'est essentiel pour s'assurer qu'on voit pas qu'on voit là, vraiment le portrait global puis qu'il n'y a pas de petits éléments qui nous échappent. Au travers des dernières années, tu as fait l'accompagnement d'une 60aine d'entreprises, c'est pas plus. Lesquelles se démarquaient? Parce qu'il y a toujours des entreprises avec qui on intervient qu'on se dit, mon Dieu, celle-là, là, il y a un succès qui s'en vient, c'est certain, ils sont au début de leur démarche d'exportation. On le sait, c'est qui que ça va aller plus vite. Qu'est-ce que tu remarques? C'est qui ces personnes-là? Quel profil ont-elles? Souvent, c'est qu'ils ont une certaine fougue dans les démarches, puis tu vois qu'ils sont intéressés, puis ils sont curieux. Ils veulent vraiment pas... Ils veulent aller vite, mais ils veulent pas sauter d'étape nécessairement, puis ils veulent s'assurer d'être bien accompagnés. Donc, souvent, bien évidemment, c'est des entreprises qui ont fait affaire avec nous, donc qui s'assurent d'avoir en place toutes les démarches possibles, mais qui veulent prendre le temps de bien se poser des questions, d'aller étape par étape, de bien comprendre c'est qui leur concurrent, c'est quoi les éléments concurrentiels de la concurrence, c'est quoi leurs éléments de positionnement, comment ils se présentent, puis comment eux peuvent arriver à se positionner par rapport à ces concurrents-là, leur avantage concurrentiel. Donc ces personnes-là qui ont cette curiosité-là ou qui veulent vraiment, qui n'ont pas pour dire mon produit, c'est le meilleur, il n'y a rien de pareil, mais qui veulent vraiment comprendre sur le marché qu'est-ce qui se passe, puis jouer un petit peu sur ces petites subtilités-là, des fois qui peuvent être pas nécessairement évidentes à trouver au premier regard. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Ils veulent aller vite, mais ils prennent quand même le temps de réfléchir. Ça, c'est difficile des fois de prendre le temps de réfléchir, mais selon toi, est-ce qu'elles sautent du temps, ces personnes-là, là, à réfléchir au bout du compte? C'est sûr. On en parlait tantôt, des fois, si on veut développer les États-Unis, par exemple, on se dit c'est facile, c'est simple, je m'en vais aux États-Unis, mais si on n'a pas fait le travail de cibler c'est quoi les meilleurs endroits, ça peut être long. Ça peut être long à gagner des portes là, avant de trouver le marché où tes produits vont être le plus important. Tandis que quand tu fais ce travail-là, tu comprends vraiment la situation, tu comprends la réalité des personnes sur place aussi. Bien, premièrement, je trouve que tu arrives avec peut-être mieux, tu es mieux préparé, tu as peut-être plus d'informations à véhiculer, tu connais mieux également ton client potentiel, donc tu sais vraiment sur quel point aller miser lorsque tu veux vendre ton produit. Là, on parle suite à l'étude, bien évidemment. Donc, c'est sûr que oui, ça prend du temps à se préparer, mais au final, tu évites des erreurs qui vont coûter cher et en argent et en temps aussi. Parce qu'une fois que tu as une mauvaise expérience sur un pays, des fois, ça peut être très long avant de regagner une confiance et de rebâtir cette relation-là, en fait. Selon toi, la dernière question, quelqu'un qui veut faire une étude de marché terrain puis qui, en fait, doit faire l'étude de marché au préalable, là, combien de temps ça peut prendre si l'entrepreneur répond rapidement là, aux questions qu'on leur pose, tout ça, là, le délai entre la première rencontre puis le rapport final après un déplacement, ça peut avoir l'air de quoi? Bien évidemment, là, c'est ça, il y a plein de variables qui peuvent entrer en compte. Mais lorsqu'on a une bonne relation, une bonne communication avec les gens, là, d'une première rencontre pour faire une qualification de marché, là, voir un petit peu globalement c'est quoi les meilleures opportunités, faire l'analyse des faisabilités et inclure même, c'est ça, un déplacement là, sur place ou autre. Moi, je dirais qu'un 4 à 6 mois quand même là, qui sont raisonnables, donc une demi-année au maximum pour bien se préparer et sauver vraiment beaucoup de casse-tête et de maux de tête possibles également par la suite. Là. Je te remercie énormément, Ariane. C'était une belle rencontre. Puis j'espère que les auditeurs ont apprécié les conseils que tu as donnés. Oui, donc super intéressant. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi aujourd'hui, Catherine. Merci. Bonne journée. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org.
nous vous invitons à vous abonner au Balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!